avec nous. Merci Samira Al-Gadir, la rubrique Les Vérificateurs. Et nous accueillons maintenant François Bayrou qui pourra réagir lui aussi à l'actualité, à cet événement dans les Alpes-Maritimes, la visite du président de la République, mais aussi l'autre actualité dominante, c'est la crise du Covid, la crise sanitaire et la crise économique. François Bayrou, haut commissaire au plan, est un homme clé du redressement qui se projette à terme quand la France sortira de l'ornière. François Bayrou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Beaucoup de questions qui se posent, questions des Françaises et des Français sur la situation économique. D'abord, ces images évidemment qui marquent la journée, on les a vues, on a entendu le président de la République est vraiment au contact des Françaises et des Français, ces dizaines, même ces centaines de personnes qui sont là, qui lui parlent de leur expérience. Vous qui avez le regard, non seulement évidemment que l'on sait dans la politique maintenant, mais historique, la vie politique, est-ce que c'est un moment important ? C'est un moment très important, parce que c'est un moment d'engagement personnel probablement plus loin et plus longtemps qu'aucun de ses prédécesseurs ne l'avait fait. On avait l'habitude des visites présidentielles, y compris dans les drames, mais on restait quelques minutes, et là, le fait qu'il s'engage personnellement, les yeux dans les yeux, dans des dialogues qui sont des dialogues vrais et longs, qu'il accepte d'être pris à partie et qu'il attende. Il ne s'en va pas, il reste. Il était là jusqu'à il y a quelques minutes encore. Il est resté, 6 heures sur le terrain avec ceux qui ont tant souffert de ce drame, de cet accident météorologique. Vous avez 40 ans de vie politique, plus que ça. Vous savez très bien, il y a beaucoup de politiciens, ils font un peu semblant, ils regardent la personne, ils pensent déjà à celle d'après. Est-ce qu'il est vraiment différent ? Est-ce qu'on peut être différent ? On peut être différent et il est différent. Ouais. N'est-ce pas ? Il y a eu, à mes yeux, alors je ne prétends pas être extra-lucide, mais j'ai regardé cet homme jeune, exerçant cette fonction si lourde. Tout à l'heure, vous interrogiez Sylvain Faure sur, j'allais dire, sur les rides, sur le poids que le président de la République, Emmanuel Macron, comme personne, porte sur ses épaules, comme homme. Et vous lui demandiez ce qu'il sentait. Moi, je vais vous dire ce que je sens. Je pense que ces rides sont un plus. Je trouve que c'était un homme très jeune quand il a été élu. Trop jeune ? Non, je lui avais dit une fois, ça avait fait beaucoup de minutes de télévision. Il était très jeune. Est-ce qu'il s'est patiné ? Il était très jeune, et il était très jeune avec, vous l'avez souligné aussi dans l'interview, avec une espèce de joie de vivre nécessaire quand on accomplit cette fonction. Ouais. Mais ça donnait aussi le sentiment qu'il pouvait croire que les choses étaient faciles. Aujourd'hui, personne en France ne peut imaginer que le président de la République croit que les choses sont faciles. Ouais. L'accumulation de tsunamis, d'obstacles qu'il a reçus, qu'il a pris en pleine figure. Les emmerdements dont parlait Jean Castex, en bon français. Pas seulement des emmerdements. La gravitas, cette espèce de gravité au pouvoir, c'est ça ? Vous savez que c'est un des mots que je préfère. Donc, il a échappé à ce qui est politicien dans la fonction pour entrer dans ce qui est à la fois humain et historique. Parce que ça n'est pas une fonction politique, c'est une fonction qui touche aux raisons de vivre de chacun d'entre nous. François Bayrou, vous faites l'éloge de l'expérience, c'est aussi l'éloge des personnages d'expérience. On a l'impression qu'on retrouve, au-delà d'Emmanuel Macron, l'importance de l'expérience en politique. C'est Jean Castex. C'est vous aussi, 2 personnages dans la Macronie qui sont encore plus ou qui reviennent en tête d'affiche. Est-ce que c'est un signe que ça arrive maintenant, selon vous ? D'abord, c'était inéluctable. On a cru, pendant un instant, où certains ont cru, ou ont voulu croire, qu'il y avait un nouveau monde. Il ne faut jamais avoir ouvert un livre d'histoire pour croire qu'il y a un nouveau monde. Et votre sourire le montre assez. Depuis la République romaine, depuis la Rome antique, jusqu'à aujourd'hui,
les êtres humains sont les mêmes, les réflexes sont les mêmes. Le cadre médiatique change, mais les réflexes humains sont les mêmes, les drames sont les mêmes, et la charge qu'un chef d'État porte sur les épaules est la même. Et on voyait, tellement autour d'Emmanuel Macron des gens jeunes, des trentenaires, un peu geeks, beaucoup n'étaient même pas nés quand vous aviez commencé la carrière politique. Dans l'équilibre, est-ce qu'il y a eu un rééquilibrage selon vous ? Je suis très en décalage avec ces questions de génération. Pour une raison, pour moi, évidente, c'est qu'un pays, c'est toutes ces générations en même temps. Le hasard, la chance, la providence, vous appelez ça comme vous voulez, a voulu que, en France, en 2017, il y ait tout d'un coup un président plus jeune que plus jeune qu'aucun de ses prédécesseurs dans l'histoire. Ça a des avantages, la jeunesse, l'enthousiasme, mais la vérité est que ça mérite d'être enrichi par de l'expérience. Et le fait que plusieurs générations désormais se retrouvent à leur place, chacun dans l'équipe qui a la responsabilité du pays, c'est un plus. L'expérience est un plus. Vous m'avez peut-être déjà entendu dire ça. Si je dois traverser l'Atlantique, moi qui n'ai jamais traversé l'Atlantique à la voile, ni de près ni de loin, est-ce que je prends un skipper confirmé qui a déjà fait 100 fois, ou bien est-ce que je prends quelqu'un qui est très beau sur la photo, mais qui n'a jamais fait ça ? L'expérience est nécessaire. François Bayrou, on vous entendra sur l'expérience, sur votre situation politique, sur l'aspect humain aussi, vos relations avec Emmanuel Macron, l'avenir, la campagne 2022. D'abord, restons un instant à l'actualité plus immédiate, c'est la situation du Covid, situation économique. Et là, on se rapproche de votre mission, le Haut Commissariat au Plan. Faisons un point du moment, la photographie économique du moment avec ce qu'elle a de très sombre. 1 million de nouveaux pauvres, c'est ce chiffre qui était donné par le journal Le Monde hier en citant beaucoup d'organisations d'aide aux plus démunis. La dette qui atteint 114% du PIB et elle ira sans doute plus loin. Le chômage partiel, prise en charge à 100% qui est prolongé au moins jusqu'au 31 décembre. Est-ce qu'on sous-estime ce fardeau colossal financier, économique qui est là, qui tombe sur la France ? Non, on ne le sous-estime pas. Vous savez, j'ai passé beaucoup d'années de ma vie à me battre sur la question de la dette. Et c'était, quand on m'interrogeait sur cette question, c'était pour dire, écoutez, essayons d'être sérieux dans la gestion aujourd'hui, parce que demain, peut-être, nous en aurons besoin pour faire face à des drames. Au fond, ce que les Allemands ont fait, mieux que le peuple français ne l'a fait. On a été trop imprévoyants en France ? Oui, on a été pendant des années dans la légèreté de ceux qui consomment en croyant que c'est éternel. Et là, on en paye le prix, c'est 114%, c'est le prix de ça aussi ? Oui, bien sûr, puisque les 114%, c'est 14% qui viennent après les 100 premiers. C'est ça qui fait 114. Mais cette fois-ci, on a raison de faire appel au crédit. J'ai proposé que cette dette, elle soit cantonnée, qu'on isole la dette Covid, ce qui est dû à ce tsunami que personne n'avait jamais imaginé et dont personne n'a la responsabilité. Et dont le poids va encore s'aggraver, c'est la déclaration du président tout à l'heure dans ce dialogue, quand il dit qu'il faudra des restrictions supplémentaires là où le virus circule. Évidemment, vous l'approuvez, mais le poids économique de ça, comment est-ce qu'on peut le prévoir ? Eh bien, on va l'affronter. Comment est-ce qu'on peut l'affronter ? En isolant la dette due à cette pandémie et en ayant un report d'échéance, on commencera à rembourser cette dette grâce à la Banque Centrale Européenne, j'y reviens dans une seconde, dans 8 ans. Donc, on aura le temps de remonter le pays avant de commencer à faire face aux échéances de la dette qu'on vient de dépenser. François Bayrou, pardon, quand on entend tant d'autres pays en Europe qui ne fonctionnent pas comme ça, les Allemands qui sont très loin de ces 114%, ils sont à 75%, beaucoup d'autres pays beaucoup plus économes, vous savez bien que
eux ne vous croient pas quand vous dites ça. Ils disent, il n'y a pas de miracle. À la fin, les Français s'appauvriront parce qu'il faudra payer cette charge. C'est pas moi qui vais dire le contraire. La dette, un jour ou l'autre, il faut l'assumer. Ouais. Ça veut dire que les Français vont s'appauvrir. Est-ce qu'il faut affronter cette réalité? Je ne crois pas cela. Je pense que la stratégie a été choisie par nécessité, grâce à la Banque centrale européenne, je vous en dirai 2 phrases dans 1 minute. Cette stratégie qui a été choisie, elle permet de redresser le pays avant de commencer à faire face à ces échéances. Autrement, on aurait été dans une situation dramatique. Et je m'arrête 1 seconde à cela. Où en serions-nous s'il n'y avait pas eu la Banque centrale européenne? Où en serions-nous? Ça, c'est l'Européen qui n'y avait pas... Non, oui. C'est l'observateur. S'il n'y avait pas l'euro, si on n'avait pas autrefois adopté le référendum de Maastricht de si peu, où en serions-nous? Je vais vous dire où on en serait. Le franc, puisqu'on aurait toujours le franc, la Banque de France, serait attaquée par tous les spéculateurs de la planète et on se trouverait avec des taux d'intérêt insupportables. Il serait impossible de faire face aux obligations d'une relance. Mais pardon, cette réalité existera aussi parce que les investisseurs auront moins envie d'investir dans un pays surendetté que dans l'Allemagne à 75. Cette réalité, elle existera en dehors de la monnaie? Ça, je ne crois pas. Vous ouvrez un 2e chapitre qui est: est-ce qu'on peut faire de la France un pays entreprenant, créatif, attirant pour sa main-d'œuvre et pour la place des entreprises qui vont faire face aux nouvelles demandes? Alors, c'est ça la question. Justement, c'est le plan, c'est votre bébé, le Haut Commissariat au plan, très noble idée, De Gaulle, qu'est-ce que c'était sa formule? L'ardente obligation. L'ardente obligation. Bon, mais c'était les années 60, 70, on est en 2020. Dans le monde de 2020, vous savez très bien qu'on vous a moqué, on a dit ouais, François Bayrou, c'est un peu comme le Minitel, on ressort les vieilles idées du plan, etc. Dans le monde si concurrentiel, si mondialisé, si libéralisé de 2020, ça ne marche plus. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je réponds qu'on a eu sous les yeux la preuve de l'échec de cette stratégie des intérêts individuels, des intérêts personnels de telle ou telle entreprise. On a voulu laisser faire. On a pensé que les décisions de chaque entreprise, prises pour son intérêt personnel, au bout du compte, ça ferait l'intérêt général. Il se trouve que là, on s'est aperçu que pendant cette pandémie, on s'est trouvé... La France, grand pays médical et pharmaceutique, la France s'est trouvée en rupture des molécules élémentaires pour faire face à la maladie. On s'est trouvé en rupture des molécules pour les chimiothérapies pour les cancers. Ou, quand je dis on s'est trouvé en rupture, ou presque en rupture, enfin, tout le monde a eu peur. Corticoïdes, antibiotiques, Doliprane même, vous savez bien qu'il y a eu toute une crainte sur ce sujet d'un médicament élémentaire. La France et l'Europe, parce qu'elles avaient délocalisé pour l'intérêt des entreprises en question, que je ne remets pas en cause, parce que l'État n'avait pas compris à temps qu'il y a des domaines dans lesquels on ne peut pas se désarmer, se déshabiller du plus élémentaire et du plus urgent, on a été au bord d'un accident supplémentaire de santé. Et pourtant, beaucoup de ces molécules sont toujours fabriquées en Chine et ailleurs. Oui. Ce n'est pas la réalité économique. Les masques, on a dit, on va faire des masques français, etc. On voit bien, Made in China qui continue. Les pneus Bridgestone, est-ce que ce n'est pas la réalité de la main-d'œuvre? C'est moins cher en Pologne qu'en France, on en voit le résultat. Il y a évidemment une part de vrai, il y a des différences de coûts de Pologne, mais pour moi, la Pologne, c'est l'Europe. Mais pour les salariés Bridgestone, non. Oui, je ne différencie pas cet impératif, cette exigence, cette obligation qui devrait être celle des gouvernements de s'occuper de notre indépendance, de la capacité que nous avons à avoir sous la main les produits élémentaires de notre sécurité sans qu'on puisse nous les enlever. François Bayrou, pardon. Donc, est-ce que vous n'êtes pas prisonnier, quoi qu'il en soit, de cette vision étatiste? Beaucoup font la comparaison toute simple, très pratique avec les chantiers allemands. C'est très concret. Les chantiers allemands pendant le Covid, pendant le confinement, ils ont continué en partie à fonctionner
les Français, décision étatiste, un peu jacobine, on a arrêté. Pas vrai. Et on voit bien qu'il y a le constat qui est là, il faudra rattraper ça. C'est pas vrai. Les entreprises de France, elles ont continué, heureusement. Oui, bien sûr, mais pas toutes, et pas au même rythme que ça a été en Allemagne, et on voit le résultat. Oui, je demande à vérifier ce que vous appelez les chantiers. Moi, je connais les. Alors, il y a eu en effet 1 mois, 3 semaines d'arrêt complet, puisqu'il fallait interrompre le virus. Mais moi, je ne peux pas reprocher à un gouvernement d'avoir fait face à l'urgence sanitaire. Je ne sais pas vous, moi, j'ai perdu des amis très proches qui étaient en pleine forme. Et ils sont morts parce qu'on a laissé circuler le virus. Il y a eu, de ce point de vue-là, un moment où on aurait dû prendre les décisions, elles n'avaient pas été prises. Est-ce que ça vous a changé, pardon? Il y a un certain nombre de politiciens qui sont passés là, certains, parfois des expériences personnelles très fortes. Est-ce que ça a changé votre vision, y compris de l'État, du rôle de l'État, ou en tout cas ça l'a renforcé, ces morts-là? Alors, oui, bien sûr. Mais je voudrais partager ceci avec vous. Ce n'est pas une crise comme les autres. Les crises, on en a connu un certain nombre, 1929, les lendemains de la guerre, de 2008. Ce qu'on appelle crise, c'est un accident, et après, on recommence comme c'était avant. Ce que je crois que nous sommes en train de vivre est d'une nature complètement différente, parce que c'est notre mode de vie qui change. On ne s'embrasse plus, on ne se serre plus la main, on ne se prend plus dans les bras entre amis, on ne va plus dans les bars, ou très peu. Et ça continuera. On ne voyage plus. Et il me semble qu'en tout cas, on doit examiner les conséquences de cette pandémie sur notre vie, y compris économique. Pourquoi ? Depuis 150 ans, le monde se développe selon un principe qui est le principe des échanges toujours plus nombreux, toujours plus loin, exponentiels comme on dit. Est-ce qu'il y a une autre formule ? Je crois qu'on va devoir expérimenter d'autres formules et qui sont des formules de analyse précise de ce dont nous avons besoin pour vivre et dont nous ne pouvons pas être privés. On a parlé des médicaments. Il y a peut-être d'autres questions qui se posent. Je pense aux composants électroniques. Si un pays comme le nôtre, une communauté comme la communauté que forme l'Union européenne, se trouve privée d'un certain nombre d'éléments vitaux pour son industrie, à ce moment-là, ça doit entraîner chez elle un réflexe de reprise en main de son propre destin. François Bayrou, ces équilibres économiques, l'avenir dira ce qu'ils sont. Parlons de l'équilibre politique, de votre équilibre aussi aujourd'hui dans la majorité, peut-être encore plus important que dans le passé, parce que la République en marche, notamment à l'Assemblée, a perdu un certain nombre de plumes, donc vous comptez d'autant plus. Avec Emmanuel Macron, est-ce que vous vous êtes trouvé ? Oui, je crois, depuis longtemps. Encore plus maintenant, là, ça fait 3 ans. Oui. Ça s'est renforcé ? Oui, mais je parle jamais de mes conversations avec le président de la République. Je dis aux journalistes qui m'interrogent, excusez-moi, faut que je vous dise, j'ai une maladie que j'hésite à avouer. Je suis pris d'une amnésie systématique quand j'ai fini les conversations. Mais vous avez le droit, pardon, de les qualifier. Amis en politique, on sait que c'est toujours un peu compliqué. Est-ce que vous êtes amis ? Je pourrais répondre oui sans difficulté, mais il y a quelque chose d'autre qui est de l'ordre de la fraternité de ceux qui combattent ensemble. Ça, c'est très vrai. Quelquefois, on me dit, ça me fait rire, on me dit, mais en fait, vous avez un regard paternel sur lui. Vous avez quoi, 27 ans de différence, quelque chose comme ça, non ? Pas tant quand même. Mais... Vous êtes sûr ? Je crois avoir calculé. Non, je crois que vous êtes trompé. Allez, il y en a un ou deux de trop. Voilà. Mais disons, oui, un quart de siècle de différence. Ouais. C'est pas paternel, donc ? Non. Pourquoi ? Parce que j'ai des fils formidables. Uniques. Enfin, ils ne sont pas uniques, mais ils sont formidables. Autrefois, quand j'étais l'ami et le bras droit de Giscard, on me disait, mais est-ce que vous n'avez pas un sentiment filial à son endroit ? Non, parce que j'avais un père formidable qui est mort, hélas, très tôt.
Et donc, non, mais j'ai un regard sûrement de fraternité de combattants. Oui, ça c'est vrai. François Bayrou. C'est-à-dire de très grande confiance. Ouais. J'ai confiance en lui et je pense qu'il a confiance en moi. Et ce que l'on vient de voir encore, c'est de la confiance, c'est de l'ordre de l'affrontement où on donne le plus profond de soi. Il y a quand même cette vieille doctrine militaire qui dit la crainte est la meilleure garantie d'une alliance. Il a besoin de vous, vous avez besoin de lui, évidemment. Il aura besoin de vous de nouveau en 2022, ça aide. Ça serait facile pour moi de répondre oui, mais je ne veux pas répondre oui parce que ça n'est pas mon approche des choses. Ah. Il y a des gens qui croient que la politique, c'est perpétuellement des rapports de force et du chantage. Ah. Or, en France, sous la Ve République, rapport de force et chantage, ça ne marche pas. C'est le contraire de ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est une adhésion, qu'on croit les mêmes choses, qu'on partage, qu'on soit décidé à prendre sa part du fardeau et qu'on partage la responsabilité des choses les plus profondes. Mais François Bayrou, la voix à l'accusation quand même. Un Nicolas Sarkozy qui a eu ces formules terribles sur vous, sur la trahison de François Bayrou, ça vous fait sourire parce que vous les avez toutes en tête. Hein. Il dit Emmanuel Macron en fera à son tour, avant la fin de son quinquennat, l'amère expérience. François Bayrou a toujours trahi ceux qu'il a choisis. Qu'est-ce que vous dites contre sa prophétie? Bon, j'ai déjà cité ici, et je ne recommencerai pas, des phrases de Jacques Chirac sur Nicolas Sarkozy. Et qui, je vous assure, étaient infiniment plus injurieuses et sévères et fondées. Parce que lui avait trahi Jacques Chirac. Il y a eu beaucoup de trahisons dans tous les sens. Pour être... Oui, mais c'est la vérité. C'était comme ça. Et Chirac n'en faisait pas mystère dans les conversations personnelles. Il se trouve que moi, j'ai jamais trahi personne. Pourquoi ? Quand vous dites que vous allez voter pour François Hollande en 2016... Oui, j'ai voté pour François Hollande parce que j'ai choisi de voter pour François Hollande. C'est pas votre camp, en principe. Mais vous venez de Suisse. Oui, tout à fait. Monsieur Rochebert. Oh, c'est facile, ça. Non, attendez. À la question, non. Vous venez de Suisse. C'est-à-dire d'un des pays le plus démocratiquement confirmé qui sait une chose, c'est que la politique, c'est pas des camps. Vous venez d'un pays qui prouve tous les jours que, heureusement, la politique ne se limite pas à deux camps. J'ai placé toute ma vie politique sur cet axe-là. C'est-à-dire, je suis allé un jour, il y a très longtemps, dans une manifestation où se fondait l'UMP, pour dire, vous dites qu'on pense tous la même chose. Si on pense tous la même chose, c'est qu'on ne pense plus rien. La logique des deux camps est une logique stupide et criminelle. Alors, François Bayrou, et dangereuse. On vous entend, quand on voit votre parcours, effectivement, Chirac, Giscard, Balladur, les complications entre les uns et les autres, les trahisons dans tous les sens. Il y a un texte magnifique de Zweig qui dit, en parlant de Fouché, qui a trahi beaucoup de gens, il dit, mais la trahison, c'est l'autre nom de la liberté. Les gens très libres trahissent toujours un peu. Est-ce que c'est votre cas? Non, j'ai toujours été libre et n'ai jamais trahi. J'ai adhéré au parti dont je suis le président aujourd'hui, j'avais 20 ans. Je ne l'ai jamais quitté. Et je n'ai jamais accepté qu'on le place dans une situation de soumission de qui que ce soit. La famille chrétienne sociale dont vous êtes, Nicolas Sarkozy sur ce point. Cela dit, pas seulement en France, vous citiez la Suisse, il y a aussi de démocrates chrétiens en Suisse, mais les Allemands, les Italiens, où on a beaucoup navigué. Est-ce que ça fait partie du jeu, au fond? Eh bien non. La famille d'Adenauer, la famille de Robert Schuman, excusez-moi de vous dire, la qualité principale qui est la sienne, c'est l'intégrité. Appelez ça comme vous voulez, en tout cas. Trahison, c'est l'intégrité. Liberté, hein. En tout cas, la liberté, vous avez beaucoup tourné autour de cette idée-là. Vous avez fait un best-seller avec ça, c'était le sous-titre de 1. La fable de La Fontaine, est-ce que c'est vrai que c'est une de vos références, le chien et le loup? Oui, bien sûr. Vous la savez par cœur, c'est vrai? Oui, mais je ne vais pas vous la réciter, mais oui, je la sais par cœur. Pourquoi cette fable-là en particulier? Non, pas cette fable-là en particulier. Je connais beaucoup de fables de La Fontaine. D'abord parce que ça a été mon métier, ensuite parce que c'est une passion. J'aime beaucoup la langue française. Je trouve qu'on ne la défend pas assez. J'aime beaucoup la poésie française. Et peut-être elle n'est pas assez défendue. J'aime beaucoup
l'espèce de sagesse qui passe dans l'œuvre de La Fontaine et qui est la plus acérée qu'on puisse trouver. Le regard que cet homme-là porte 4 siècles après, presque, eh ben, il est toujours aussi percutant, aussi précis sur l'âme humaine. Vous parliez tout à l'heure de votre père, décédé de manière précoce, grand lettré, homme de la terre, mais en même temps grand lettré. À lui, vous devez ça aussi ? Oui, c'est la vérité vraie que je vais vous dire. On chargeait du maïs et mon père tenait la pelle et l'enfant, le petit garçon, tenait le sac. Et on récitait des fables de La Fontaine avec ce geste ancestral qui faisait que le grain partait dans le sac pour l'emporter en récitant les fables de La Fontaine. Et c'est la vérité la plus stricte, la plus réelle des choses. Vous vous êtes battu, François Bayrou, battu pour mener une carrière, il serait trop long de la rappeler, dès l'origine. Le combat contre... C'est quand même pas il y a 2 siècles. Hein, le combat contre le bégaiement. Je regardais tout à l'heure sur Internet la liste des bègues célèbres. Alors, elle ne va pas vous rendre modeste, hein. Évidemment, il y a Einstein, il y a Jouvet, il y a Démosthène, il y a certains, même Churchill, on dit qu'il y a une forme de bégaiement. Le travail... Et il y a Joe Biden, ouais, qui va peut-être être président des États-Unis et qui lui aussi s'est beaucoup battu sur ce sujet. Il y a un travail sur soi qui est particulier aux bègues. Alors, très souvent, des petits garçons, car ça touche surtout des petits garçons, m'écrivent pour dire « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Alors, il y a des exercices et parfois ça aide. Mais le fond de cette affaire, c'est que il faut que vous vous réconciliez avec le petit garçon qui est en vous et qui se sent mal jugé ou qu'on ne le reconnaît pas. Il y a une photo de Sud-Ouest, on l'a regardé tout à l'heure, qui publie une photo de vous quand vous avez je ne sais pas quel âge. Et est-ce que c'est quand vous voyez cette photo? Je ne l'ai pas, je la vois pas. On va voir si on la retrouve. Mais le combat contre le bégaiement, à cet âge-là, ça se passait comment? Franchement, c'est une affection, je vais dire, ou en tout cas un handicap. Alors c'est pas ça, c'est pas cette époque. Hein, extrêmement désagréable, dégueulasse pour tout dire. C'est-à-dire? Vous avez les mots en vous, et ils sont même très bien agencés. Et ils disent ce que vous avez de plus profond à transmettre. Et puis tout d'un coup, ça bloque. Ça passe pas. Ça bloque. On entend parfois dans certaines interviews. Oui, ça vous arrive bien encore, sûr, hein, mais ça passe jamais. On s'en guérit jamais. C'est pour ça que c'est drôle. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est marrant. Être capable d'apprivoiser quelque chose qui vous paralyse, être capable de vivre avec. Moi, je trouve que c'est important et que c'est drôle. Voilà, ça oui, ça voilà, c'était vous. ça c'est cet âge-là, oui. Beaucoup plus tard, ministre de l'Éducation, quand on a eu ce parcours-là du bégaiement, mais ensuite très brillante carrière aussi intellectuelle, enseignante, etc. Le ministre de l'Éducation, c'était un aboutissement de ce point de vue-là. Oui, c'était bien. C'était bien, c'était pas une surprise. Parce que dans l'équation de cette époque, je trouvais que oui, c'était ma place. C'est au centre de tellement de débats aujourd'hui, notamment l'arabe à l'école. C'est un des débats de cette semaine. Est-ce que vous y êtes favorable? C'est une des grandes langues du monde. Alors c'est l'arabe littéraire en plus. C'est pas l'arabe dialectal des différentes parties de cet univers. Je suis pour les langues. Je suis pour les langues anciennes, parce que le latin et le grec, c'est un trésor. Je suis pour les langues étrangères. L'arabe en est une. Et après tout, si ça peut être un plus est-ce que ça pour ces garçons et ces filles... J'ai presque fini. J'ai presque fini, parce que je veux ajouter quelque chose. Oui. Je suis pour les langues régionales. Ah bah le béarnais. Qui est actuellement, qui est la plus pure des langues de cet espace roman, qui a couvert toutes
tout notre pays, en tout cas, tout le sud de notre pays. Mais sur l'arabe en clair, donc oui, vous pensez que ça peut ajouter du lien social que les Français apprennent aussi l'arabe? Je pense que c'est un plus. Et je suis pour que des Français apprennent le chinois. On a installé un institut Confucius à Pau alors que tant de grandes villes n'en ont pas. François Bayrou. Je ne suis pas d'accord avec le régime, mais je sais que 1,3 milliard de personnes, on a besoin de pouvoir échanger avec eux et les connaître de l'intérieur. François Bayrou, quelques mots, il nous reste quelques minutes, sur le temps qui vient d'ici 2022. Situation très particulière. On a vu des sondages encore dimanche passé où le scénario semble se réécrire de l'affrontement inéluctable Macron-Le Pen. Est-ce qu'il est inéluctable d'après vous? Non, il n'est pas inéluctable. Qu'est-ce qui peut le changer? Mais en tout cas, il dit quelque chose du pays, de la réalité profonde du pays. Est-ce qu'un candidat de droite, peut encore émerger? Il y a cet électorat énorme, beaucoup disent même la France est de droite majoritairement, et puis il n'y a pas de champion. Est-ce qu'il peut apparaître encore? Non, mais l'extrême droite, le Front National, occupe des positions extrêmement fortes. Bon. Et évidemment, prétendre qu'il y aurait entre Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse ou François Baroin, je ne sais pas, je crois qu'il n'a pas envie d'y aller, mais et Emmanuel Macron et le centre-gauche prétendent que ces trois familles seraient irréductiblement opposées, c'est ridicule. Ça veut dire quoi? Le candidat de la droite, c'est Emmanuel Macron? Non, c'est pas ce que je viens de dire. Emmanuel Macron est sur le socle du centre français. Le socle du centre français, il pèse 25% des voix. Voilà. Édouard Philippe, c'est une possibilité? Mais oui, je ne crois pas du tout pour 2022. Il y a un président de la République qui conduit une politique dont je puis affirmer qu'elle n'est différente en rien sur le fond de ce que conduirait un socialiste raisonnable ou un homme de la droite républicaine. Là, vous embrassez large, évidemment. Là, vous voulez dire, on peut, oui, mais comment? Mais c'est ça le pays. Non. Il y a une, disons, extrême gauche. Les Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, une partie des écologistes. Ça, c'est un courant qui est très identifié, très à gauche. Il y a une extrême droite. François Bayrou, mais entre ceux qui sont sur le champ central... Si on vous suit, vous avez pratiqué tant d'hommes. On se rappelle un Mitterrand qui finalement s'est révélé très homme de droite tout en ayant ce parcours à gauche. Un Chirac, assez homme de gauche tout en ayant ce parcours à droite. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il est au fond, d'après vous? Pour moi, il est le représentant de cette grande famille du centre, à la fois soucieux d'identité française et très européen. C'est ça qu'il est. En même temps, ce sera toujours le cas, en 2022 aussi. C'est comme ça qu'il est. C'est pas seulement ce qu'il montre, c'est ce qu'il est. Et il a cette tâche d'affronter les plus grands orages et d'essayer de le faire en donnant au pays la modernité qui seule peut le sauver. Eh bien, il est courageux pour faire ça. François Bayrou, merci. Parlez-nous béarnais quand même. Vous me renvoyez à ma condition de Suisse. Tout à l'heure, on va faire du régionalisme. Vous avez fait l'éloge du béarnais. Comment c'est le béarnais? Jamais entendu du béarnais, je vous l'avoue. Sipudi ben Hari cause Sipudi d'abord au Thames qu'estangeri lagu, yaumegrat trobalent, taretarda l'orodulent, ou dassi, calera parti. Vous voulez que je traduise? Oui. Si je pouvais, que j'en ferais des choses, si je pouvais, d'abord du temps j'arrêterais l'aiguille, à mon gré trop ardente, pour retarder l'heure douloureuse, où d'ici, il faudra que je m'en aille. Il faudra toujours s'en aller à la fin. être président de la République, c'est fini, ce rêve-là a été enterré. Personne ne connaît l'avenir. Vous avez été candidat 3 fois. Oui. 4e, c'est possible. Même on a failli gagner, mais demandez aux autres, ils se présentent chaque fois. On a failli gagner en 2007, oui. Merci beaucoup, François Bayrou, d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Et la suite, tout de suite, c'est le grand soir avec Julien Arnaud. Merci et à demain.